20, il est 8h35, c'est l'heure de la revue de presse. Bonjour David Abiker. Bonjour Maxime, bonjour Anissa. Bonjour David. Bonjour à tous, à la une de vos journaux. Ce matin, évidemment, une voix. Une voix et une main tendue qui s'avancent en une de Libération et simplement ces deux dates, 1958-2016, illustrées par la photo de Prince dans un costume à rayures tennis, costume de banquier. Prince qu'on retrouve également à la une du Parisien aujourd'hui en France qui titre sobrement « La mort d'un prince ». Le Figaro donne la priorité au grand défi de la sécurité à 2 mois de l'Euro 2016. L'humanité préfère se demander qui sont les responsables de la crise à EDF. Enfin, ce dessin en une de l'opinion qui montre le zèbre Alexandre Jardin en pleine discussion avec l'idole des sondages Emmanuel Macron. Le premier dit à l'autre « L'avenir appartient à la société civile » et le ministre de l'économie de lui répondre « Ça tombe bien, je n'ai jamais été élu ». On démarre cette revue de presse, David, avec un soufflet qui ne retombe pas. Oui, le soufflet de la COP21 qui reste gonflé, mais attention, c'est l'idée que défend la Croix ce matin, qui n'a pas fait dans la dentelle en mettant à sa une la star du réchauffement climatique, l'ours polaire paumé sur son glaçon au milieu de l'océan. Ce titre donc de la Croix, climat, les États sous pression, 130 pays signeront aujourd'hui aux Nations Unies à New York l'accord sur le climat adopté à Paris en décembre. Alors même avertit le quotidien que la montée des eaux pourrait être plus importante que prévu et cette idée du soufflet qui ne doit pas retomber, elle est essentielle. Il y a eu la COP21 en décembre, il y a eu la signature à Paris et aujourd'hui cette signature aux Nations Unies, mais comme l'explique Libération, c'est un parcours du combattant. Pour que l'accord soit viable, il faut que d'ici avril 2017, il soit ratifié par au moins 55 États représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre. Ce sera pas simple, il va falloir qu'il reste gonflé le soufflet, et notamment en Europe où tous les États sont pas d'accord. L'Europe qui pourrait ne pas tenir les échéances fixées par l'agenda, notamment à cause de la Pologne. Et puis ça n'a rien à voir, mais il faut absolument lire page 13 du Figaro, le papier de Georges Malbruno sur la manière dont les Saoudiens déradicalisent leurs djihadistes partis faire la guerre en Syrie quand un État islamique ultra rigoriste met en place un programme ultra musclé de réhabilitation des jeunes radicalisés. Ça plaisante pas du tout. 250 spécialistes dont 120 religieux, 50 psychologues, des interrogatoires longs de 600 questions, une insertion professionnelle à la sortie de prison et un maillage de toutes les mosquées sur le territoire par les services secrets. Rappelons que l'Arabie Saoudite a un sérieux problème avec Daesh. Des sondages officieux expliquent que 20 à 40% de la population soutient l'État islamique. De l'économie dans cette revue de presse avec l'avenir de Canal+, qui se complique. C'est du Bolloré sans décodeur qui fait la une des Échos. Bolloré n'exclut pas la fermeture de Canal+. Le président de Vivendi l'a dit hier en Assemblée Générale d'Actionnaires. On ne pourra pas financer indéfiniment les pertes des chaînes de Canal si un accord avec beIN Sport n'est pas trouvé. L'homme d'affaires breton n'exclut pas un groupe Canal+, sans la chaîne historique et pas davantage avec iTélévision qui perd 20 millions par an. Un Bolloré en forme donc qu'on retrouve dans la bataille homérique qui oppose la Fnac à Conforama dans l'acquisition de Darty, puisque Vivendi est au capital de la Fnac à hauteur de 15%. Et l'on regardera toujours dans les Échos le graphique des offres alternées de la Fnac et de Conforama pour acquérir Darty. C'est comme une partie de poker. Le 10 novembre, la Fnac offre 116 pence par action. Darty. Le 2 mars, coup de théâtre, Conforama en propose 125. Hier, la Fnac propose 145 pence. Mais hier midi, Conforama surenchérit à 150. À 14h, la Fnac propose 154. Une heure plus tard, Conforama 160. C'est pas du poker, c'est du tiercé. On ne sait pas encore qui de l'agitateur culturel ou du marchand de meubles va se coucher. On sait en revanche que Darty vaut 1,1 milliard d'euros. C'est 2 fois plus qu'en septembre dernier, peut-on lire dans les pages saumon du Figaro, comme quoi la spéculation, ça marche. Et puisqu'il est question de rivalité, il y en a une supposée de rivalité qui s'affiche aujourd'hui dans la presse. C'est celle entre Prince, disparu hier, et Michael Jackson, mort il y a 7 ans. Libération revient donc sur le parcours des frères ennemis, un antagonisme comme le showbiz sait les fabriquer entre le Kid de Minneapolis et le petit prince de la pop. Ça commence en 83, à l'occasion d'un concert de James Brown où Michael Jackson est invité sur scène. L'interprète de Billie Jean repère Prince dans le public et le convie à monter sur scène. C'est la seule fois où Jackson et Prince chanteront ensemble, mais Prince, pendant cette prestation, se plante et la vidéo de son plantage raté fera plus tard les délices de Michael Jackson qui, d'après la légende, se la visionnera en boucle avec délectation. Plus tard, Prince se vengera. C'est lui qui est sur scène. Il repère Michael Jackson au premier rang et va lui jouer de la guitare sous le nez comme une gifle symbolique, dit Libération. Jackson confiera plus tard:
Prince a toujours été méchant, façon Tati Daniel un peu. Tout le monde dit que Prince est l'homme de la Renaissance et que je suis juste bon à danser sur des chansons, mais moi, j'ai écrit Billie Jean et We Are the World. En fait, les deux artistes se jaugeaient, ils se complétaient, explique Libération. Jackson était devenu l'ange du mainstream, un être congelé qui a tout fait pour rester au firmament de sa jeunesse, quand l'autre cherchait à perfectionner une musique en petit génie du son. Cette relation haineuse de rivalité qui a conduit Prince à refuser de chanter avec Jackson sur l'album Bad a façonné leur carrière. On ne saura jamais dans quelle mesure Jackson admirait Prince ou pas, et inversement. Mais les deux fils de Michael Jackson ont pour prénom et surnom Prince. Peut-on donner à ses enfants le nom de quelqu'un qu'on méprise ? Sans doute pas. Et cette disparition de Prince a totalement éclipsé l'annonce de candidature de Ramayad à l'élection présidentielle. On a envie de dire que c'est pas de bol d'annoncer sa candidature le soir où meurt un génie de la musique. Pire, Ramayad a droit à une demi-page dans Le Parisien. C'est pas mal, mais elle doit la partager avec des offres exceptionnelles de Carrefour qui viennent barrer la page. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il faut pourtant rappeler que si Ramayad, l'ex-étoile montante de la droite, a choisi un 21 avril pour se présenter, c'est par référence évidemment au 21 avril 2002. Alors elle a un slogan, Ramayad, la France qui ose, et un positionnement aussi, ni droite ni gauche, bref, rien de très original. Ce qui conduit Le Parisien aujourd'hui en France à s'étonner de la pléthore de candidats à l'élection présidentielle. Élysée et moi s'amuse le quotidien sur un air de Jacques Dutronc. C'est vrai qu'avec 40 candidats, ça commence à faire beaucoup. Déjà 40 candidats ? Oui, c'est ce qu'a compté le Parisien. Et ça amène l'écrivain et critique Arnaud Vivian à se gausser dans Le Monde daté d'aujourd'hui, dans une tribune douce amère intitulée « Tous candidats », un très beau texte qui démarre comme ça. Comme tout le monde, ou presque aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle. À cette hypertrophie du moi en voie de banalisation, Arnaud Vivian oppose la dépersonnalisation de la politique incarnée à ses yeux par les mouvements citoyens qui appellent à une abolition de la classe politique professionnelle et pipolisée, des mouvements qui veulent substituer au moi président un nous président qui ne serait pas seulement un nous de majesté, mais un nous du collectif. Un clin d'œil dans cette revue de presse avec une tentative de corruption pour pas cher. Pour pas cher du tout. 10 € chacun, c'est la somme un peu dérisoire qu'un jeune fumeur de résine de cannabis a proposé à Corbeil-Essonnes hier à des policiers, alors que mercredi soir, le garçon venait d'être surpris en train de se rouler un petit joint. 10 €, je trouve ça assez mignon, ça fait un peu argent de poche pour ado. Le rouleur de joint est conduit par les policiers, honnête évidemment, a été placé en garde à vue, explique le Parisien. À 10 € la corruption, moi j'appelle ça de la corruption en herbe. David Abiker pour la revue de presse sur Europe 1.